Notre invité du jour, Julien Martilly, économiste en chef du groupe Coface. Bonjour. Bonjour. Alors on évoque avec vous ce matin l'actualité économique et ses répercussions au niveau international. Et si vous le voulez bien, on commence avec les récentes décisions de la Fed. Alors, qui a augmenté ses taux et qui va les relever encore 2 autres fois cette année. Est-ce que la Fed va être obligée de mettre un coup de frein à la croissance économique américaine? Est-ce qu'on est en situation de surchauffe? C'est une question que l'on se pose, que les marchés se posent depuis pas mal de temps, et mois après mois, trimestre après trimestre, finalement, les données américaines continuent de surprendre par leur robustesse. Il y a un indicateur avancé, notamment du cycle habituellement, que sont les profits des entreprises, qui de la même manière surprennent tous les mois par leur résilience. Donc on ne voit toujours pas la fin du cycle américain, malgré quelques signes de surchauffe. Et c'est un peu le paradoxe. C'est habituellement le cycle économique mondial est dicté en quelque sorte par les États-Unis, où les signes de ralentissement apparaissent en premier lieu aux États-Unis. Cette fois-ci, il semble que finalement ce ne soit pas le cas. On voit plus de signes de ralentissement économique en provenance d'Europe que des États-Unis. Alors justement, avant de passer à l'Europe, on fait une aparté sur ces conséquences justement d'une politique un peu moins accommodante de la Fed sur les pays émergents et notamment sur les marchés émergents où il y a une véritable désaffection des investisseurs pour les actions et les obligations. C'est vrai, on le voit beaucoup depuis notamment le mois d'avril. Il y a énormément de sorties de capitaux des pays émergents, à la fois, vous le disiez, sur les marchés d'actions et sur les marchés obligataires. Quand on regarde un peu le volume total de sortie de capitaux des grands pays émergents, c'est à peu près moitié-moitié pour les actions et pour les obligations. Donc ça a été le cas encore la semaine dernière, où le fait que la Réserve fédérale américaine revoit à la hausse ses prévisions de croissance de 0,1 point, là aussi ça n'était pas attendu et donc ça a généré davantage de sorties de capitaux. Dans ce cas de figure, les pays émergents qui sont les plus vulnérables sont un peu toujours les mêmes, à l'image de ce qu'on avait l'habitude de voir en 2013, les pays avec des déficits courants élevés ou qui ont tendance à augmenter sont un peu pris pour cible, et encore plus quand ces pays font face à des situations politiques internes incertaines. Donc c'est le cas par exemple de la Turquie, c'est le cas de l'Argentine, on l'a vu sur les marchés d'échange, et dans les mois à venir ce pourrait être le cas d'autres pays comme l'Inde par exemple. On fait maintenant un retour sur l'Europe puisque la BCE a elle aussi une réunion de politique monétaire la semaine dernière, donc pas de hausse des taux prévue avant l'automne 2019, mais il faut dire que la situation économique est nettement moins florissante qu'aux États-Unis. Alors comment vous expliquez ce ralentissement dans la zone euro, ce ralentissement en Allemagne, en France? On a cru un temps que c'était provisoire, est-ce provisoire et surtout est-ce inquiétant? Bon, je pense que déjà depuis la fin de l'année dernière, on voit quand même certains signaux montrant que ce ralentissement allait se produire, notamment tous ceux relatifs aux signes de problèmes pour les entreprises à recruter. Et c'est vrai que c'est intervenu assez tôt dans le cycle, même dans des pays comme la France où le taux de chômage reste relativement élevé. Le paradoxe, c'est que de plus en plus d'entreprises ont du mal à recruter. Et à cela s'est ajouté depuis le début de l'année, depuis le mois de février-mars, des craintes de plus en plus fortes des entreprises qui nous disent on est de plus en plus inquiet sur nos perspectives à l'exportation, et quand on regarde le détail des enquêtes de confiance, et ça peut être bien sûr relié aux menaces protectionnistes qui sont en train de monter depuis cette période-là. Donc ça pourrait tout à fait, la tendance pourrait tout à fait s'inverser et repartir sur une croissance un peu plus soutenue, si ces 2 points étaient atténués ou étaient réglés. Bien sûr, mais moi je pense plutôt que c'était 2017 qui était une situation anormale, avec des taux de croissance qui étaient extrêmement élevés. Là on retrouve finalement des niveaux qui sont proches du potentiel et qui sont proches finalement des tendances de long terme. Quand on est sur une croissance autour de 0,3% d'un trimestre sur l'autre, en France comme pour la zone euro dans son ensemble, c'est finalement le rythme de croisière auquel il faut s'attendre pour les trimestres à venir. Et s'habituer donc. Autre sujet d'inquiétude en Europe, l'Italie. Donc au-delà du risque politique, on a vu écarté avec la constitution de ce nouveau gouvernement. Quels sont les risques aujourd'hui pour l'Italie et quels sont les risques pour la zone euro ?
Les risques, on les connaît parce que malheureusement, on a déjà subi ce type de situation il y a quelques années. Donc les liens finalement de cause à effet entre risque politique d'une part et la sphère économique d'autre part sont maintenant désormais très connus. Il s'agit notamment du canal financier, donc avec notamment les spreads sur les marchés souverains. Et le fait est qu'en Italie, beaucoup d'entreprises sont encore très endettées, et donc sont très sensibles en cas de hausse des taux d'intérêt et de durcissement des conditions de financement. Donc bien sûr, on est encore très loin de la situation du début de l'année 2011 où le taux à 10 ans italien était entre 6 et 7%, mais même au niveau actuel, les entreprises les plus vulnérables qui vont devoir se refinancer dans les semaines et les mois à venir peuvent faire face à des situations de stress. Et est-ce qu'il y a un risque sur la dette italienne? On en a parlé à un moment, puisque la BCE, j'allais vous dire, on a un bon paquet en réserve, et surtout les banques italiennes. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un sujet très important. On a tendance à dire que la situation fondamentale en zone euro s'est améliorée depuis quelques années. Quand on regarde certains indicateurs, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les banques italiennes détiennent aujourd'hui encore plus d'obligations d'État italiennes qu'elles n'en avaient il y a 5 ans. Et déjà à l'époque, on disait que c'était un facteur de vulnérabilité pour elles. Donc bien sûr, ce lien de cause à effet et ces risques sur les banques italiennes resteront d'actualité dans les mois à venir. Alors on passe à l'autre grand sujet de l'actualité qui a pas mal remué les marchés ces derniers temps, qui est la guerre commerciale des États-Unis avec le reste du monde. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui ne l'est pas dans les desiderata de Donald Trump. Est-ce que avoir les mêmes taxes en Europe et aux États-Unis sur l'acier et l'aluminium, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que la refonte de l'ALENA, c'est réaliste? Est-ce que la réduction du déficit des États-Unis avec la Chine de 200 milliards de dollars, c'est réaliste? Bon, c'est vrai que c'est la grande nouveauté depuis le début de l'année. Il avait beaucoup parlé de protectionnisme durant la campagne électorale. Il en avait aussi beaucoup parlé pendant sa première année de mandat, sans vraiment réaliser grand-chose. Or là, on est vraiment monté en gradation avec les premières mesures annoncées fin janvier sur les machines à laver. Ensuite, c'est passé au secteur des... presque oublié. Exactement. Tellement il y a une escalade. Exactement. Ensuite, les secteurs des métaux, puis les allers-retours avec la Chine. Ce qui est difficile avec toutes ces annonces, c'est que il faut faire la distinction justement entre une annonce et la mise en œuvre effective des décisions. Et parfois, la même chose est en plus annoncée plusieurs fois. Donc à ce stade, quand on regarde l'impact direct de ces mesures, il est gérable pour les économies qui vont les subir. Je pense notamment aux décisions qui ont été prises sur les secteurs de la métallurgie, sauf exception comme le secteur des métaux par exemple au Canada, oui, ou le secteur... Voilà, Mexique sont particulièrement... Mexique un peu moins, mais Canada, oui, c'est 65% de la production, pas des exportations, de la production canadienne d'acier qui est à destination des États-Unis, ou le secteur de l'aluminium russe vers les États-Unis. Mais sauf exception, pour l'instant, c'est gérable. Après, les deux principaux risques, c'est un, l'effet sur la confiance dont on parlait il y a quelques instants, et deux, c'est quelle va être la suite. Et à mon avis, la grande question, elle est liée au secteur de l'automobile, parce que c'est le secteur d'activité sur lequel Donald Trump s'est focalisé depuis qu'il est entré dans sa vie politique, à travers toutes ses communications, dans sa campagne électorale, dans ses tweets. C'est le secteur qui focalise vraiment. Et avec toutes les chaînes de valeur qui sont mondialisées dans ce secteur d'activité, s'il était amené à décider des mesures de grande ampleur liées à l'automobile, ça aurait un impact beaucoup plus important, sans doute, sur l'économie mondiale que toutes les mesures qui ont été prises jusqu'ici. Et donc là, on sait qu'il a demandé à ses équipes de regarder, et la décision va être prise dans quelques semaines. Mais sur l'Allemagne en particulier, quel serait l'impact? Tout dépend de l'ampleur des mesures. À mon avis, je pense vraiment qu'il va faire quelque chose, mais on peut être dans une situation qui serait la meilleure possible, où il déciderait uniquement des mesures très ciblées sur notamment les marques premium allemandes, parce il en a beaucoup parlé ces derniers temps. Dans ce cas-là, ça aurait un impact pour ces marques, notamment celles qui ne sont pas implantées aux États-Unis, c'est-à-dire qui exportent beaucoup à partir d'Europe. Mais ce serait un moindre mal, je dirais, parce que tout le reste du secteur d'activité serait peu affecté. En revanche, s'il décide le même type de mesures qu'il a annoncé que sur l'acier, avec par exemple des
droits de douane de 25% pour toutes les automobiles et tous les composants automobiles entrant aux États-Unis, là, on serait face à un choc majeur pour l'Allemagne, bien sûr, pour d'autres comme la Corée, comme le Japon, le Canada, le Mexique, mais même, par exemple, si vous prenez l'Allemagne, ensuite, beaucoup d'importations viennent des pays d'Europe centrale, viennent d'Espagne, viennent de Turquie, donc c'est vraiment toutes ces chaînes de valeur mondiales qui seraient affectées. Et alors, quelles conséquences pour la Chine? On a parlé de l'Europe, mais pour la Chine, parce que le ton monte sérieusement avec la Chine. Là, dans le cadre de ces annonces et contre-annonces entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, le problème c'est qu'on a ces annonces officielles justement, mais on ne sait pas ce que les Chinois et les Américains sont en train de négocier entre eux et ce qui n'est pas officiel. On sent bien qu'au travers de ces coups de bluff, derrière il y a la question centrale des droits de propriété intellectuelle et là-dessus on ne sait pas vraiment où en sont les négociations. Donc quand Donald Trump plus tôt dans la semaine a annoncé qu'il envisageait d'imposer des droits de douane sur 200 milliards d'importations chinoises. Bon, avec lui, j'ai envie de dire tout est possible, mais ça paraît quand même très peu réaliste parce que ça représenterait quand même 40% des importations américaines en provenance de Chine. Donc là, on ne serait plus dans le cas de quelque chose de ciblé, réfléchi, etc. Ce serait vraiment un impact massif également pour le consommateur américain. Donc je pense que ce type d'annonce est aussi pour forcer les Chinois à se mettre à la table des négociations sur d'autres problématiques comme les droits de propriété intellectuelle. Et alors, pour terminer, et pour les États-Unis, est-ce que cette campagne protectionniste, ces mesures protectionnistes ont un effet positif? À très court terme, oui, ça aura sans doute quelques effets positifs sur certaines filières, notamment on parlait tout à l'heure des filières de l'acier qui vont être en mesure de produire un peu plus et de faire face à une concurrence un peu moindre. Mais ça ne va pas durer très longtemps. On voit déjà certains acteurs, pas encore les consommateurs, mais notamment certaines entreprises des secteurs agricoles ou de l'agroalimentaire qui commencent à se plaindre, notamment des mesures de rétorsion qui ont été prises sur leurs exportations de soja à destination de la Chine ou sur l'augmentation du coût des machines en raison des prix des métaux qui augmentent. Apple est même allé demander justement d'être complètement exempté de ces taxes sur ses puces parce que sinon il peut mettre la clé sous la porte. Tout à fait, tout à fait. Et donc on voit bien que cette contestation commence à monter et donc soit il fait un pas en arrière face à cette contestation, soit il continue et il enfonce la porte. Par exemple, pour satisfaire les entreprises du secteur agricole américain, il n'est pas exclu que dans les mois à venir, avant les élections de mi-mandat, il décide des mesures protectionnistes les protégeant. Et dans ce cas-là, les entreprises européennes et en particulier françaises pourraient être très affectées. Merci beaucoup, Julien Marcilly, économiste en chef du groupe Coface.